Est-ce que tous les rêves ont une signification? Si vous vous posez cette question, c'est probablement que vous avez la sensation que certains de vos rêves mériteraient plus une interprétation que d'autres. Vous vous demandez, mais comment je fais pour savoir si mon rêve est intéressant à interpréter ou pas? Dans cette vidéo, on va voir que oui, tous les rêves ont une signification et que la persistance de cette question a elle aussi une explication. C'est une question que tout le monde se pose et que les interprètes se sont toujours posés. Car le rêve est polymorphe, apparaissant parfois de manière très symbolique et d'autres fois il est beaucoup plus réaliste. Du coup, on voit bien qu'il y a différents styles de rêve et on voit bien qu'il y en a probablement certains qui sont plus intéressants à interpréter que d'autres, oui, mais lesquels? Donc on verra comment savoir si son rêve est intéressant à interpréter et quels sont les signes qui ne trompent pas. Première chose, est-ce que tous les rêves ont une signification? C'est une question qui a toujours préoccupé les interprètes. C'est une question qui est à la base de tous les efforts de classification. Chaque interprète des rêves, chaque onirologue de chaque culture a essayé de créer des catégories de rêves, de classer les rêves sous forme de catégories par rapport à ce que lui rencontrait dans sa vie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les interprètes des rêves se sont posé la question d'essayer de distinguer les différentes catégories de rêves pour pouvoir transmettre leur savoir à quelqu'un, mais c'était sur la base de leur propre expérience à chaque fois. Nous allons voir maintenant 3 interprètes connus de 3 traditions d'interprétation des rêves différentes pour voir qu'il y a quand même 2 grandes tendances qui se dégagent. Donc dans l'Antiquité grecque, on va distinguer un rêve et un songe. On va avoir cette classification principale en 2 types de rêves différents. Donc ça, c'est Artémidore de Daldis qui nous en parle au IIe siècle après Jésus-Christ dans son livre La clé des songes, où donc il va distinguer 2 grandes catégories de rêves. D'un côté, il y a le rêve, en grec on l'appelle énupnion, et de l'autre côté, on va avoir le songe. Le songe, ça se dit oniros. Et c'est de oniros, donc du songe, que viennent les mots onirique, onirologie et onirologue. Pour Artémidore, le rêve énupnion est un rêve qui traite des questions de la vie courante. Donc pour lui, c'est pas un rêve très intéressant à interpréter dans la mesure où, ça va parler de ce qui s'est passé aujourd'hui et qui me travaille un peu et de comment le gérer demain, ou bien ça va être comment je dois réparer ce truc, ou voilà, c'est un rêve qui va nous trouver des solutions, mais à un niveau vie courante. Tandis que le songe oniros, le songe, lui, il va beaucoup plus intéresser Artémidore parce que le songe, il est caractérisé par son symbolisme. C'est un rêve qui, visiblement, ne parle pas directement de ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. C'est beaucoup plus difficile de faire le lien, pourtant le lien existe, mais c'est un rêve qui va être riche d'une symbolique particulière et qui va nous donner beaucoup plus d'informations et des informations qui vont nous concerner au niveau de notre vie, en fait. Ça va être des informations avec une dimension existentielle. Ainsi, selon Artémidore, les rêves à interpréter seront les rêves symboliques, les rêves oniros, donc que lui appelle les songes oniros. Bon, moi j'utilise le mot rêve parce que c'est beaucoup plus simple, sinon c'est trop compliqué d'utiliser le mot songe et le mot rêve. Mais donc étymologiquement, l'onirologue, c'est celui qui étudie les songes, donc c'est celui qui étudie les rêves plutôt symboliques. Ensuite, dans la tradition musulmane, nous avons le livre L'interprétation des rêves d'Ibn Sirin. Et dans ce livre, donc il est attribué à Ibn Sirin, mais c'est pas lui qui l'a écrit, mais on lui attribue ce livre. Donc ça, c'est au 7e siècle après Jésus-Christ. On a ici une distinction dès les premières pages entre le rêve symbolique, le rêve de la vie quotidienne et le rêve infernal. À chaque fois dans ces livres dont je vous parle, la classification des rêves arrive très rapidement en début d'ouvrage. Donc on retrouve, comme pour Artémidore, le rêve symbolique, le rêve de la vie quotidienne, cette distinction est la même, et on va ajouter le rêve infernal. Le rêve infernal, c'est le rêve envoyé par un démon, ou par Satan, par le diable. Donc ça c'est nouveau, et ça on le retrouve aussi chez les chrétiens, parce qu'avec l'apparition de la religion chrétienne puis de la religion musulmane, on a affaire à un Dieu qui est un Dieu d'amour, et seulement d'amour, et pour expliquer l'existence du mal sur Terre, va falloir créer ce troisième truc là, les hommes, le Dieu et le diable. Puisque Dieu ne peut pas créer le mal, donc le mal doit forcément provenir d'autre part, donc le mal vient du diable. Donc on va créer la figure du diable, et donc on va créer cette troisième sorte de rêve. On voit bien que cette sorte-là de rêve, on la trouvait pas chez Artémidore, chez le grec, parce que pour lui, à son époque à lui, les dieux, ils n'étaient pas des dieux très sympas, des fois ils étaient sympas, des fois ils l'étaient pas, des fois ils trompaient les hommes. Ça on le voit très très bien quand on lit Homère et quand on lit l'Iliade. On voit que les dieux, ils sont pas tout blancs ou tout noirs. Mais donc, quand on arrive avec les religions monothéistes récentes, le christianisme et l'islam, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus dichotomique, où on a le bien d'un côté, le mal de l'autre, Dieu et le diable, d'où la nécessité de créer ce troisième type de rêve.
Et donc, selon Ibn Sirin, les rêves qui sont intéressants à interpréter, ce ne sont pas les rêves de la vie quotidienne non plus, c'est pas très intéressant. Ça va être le rêve symbolique parce que dans le rêve symbolique, c'est potentiellement Dieu qui peut s'adresser aux hommes. Et on ne va pas interpréter les rêves négatifs parce que potentiellement dans un rêve négatif, ça peut être le diable qui va nous tenter. Maintenant, allons faire un petit tour au Tibet. Là-bas, il y a un peuple qu'on appelle le Dzogchen. Je ne sais pas du tout si je le prononce bien. C'est le Dzogchen tibétain. Et c'est une spiritualité connue pour ce qu'on appelle le yoga du rêve, si vous avez déjà entendu parler du yoga du rêve. Pour eux, il va y avoir une distinction entre les rêves karmiques et les rêves de clarté. Et donc pour ça, il y a le livre de Namkhai Norbu, qui est spécialiste du yoga du rêve au XXe siècle et qui en parle. Et donc rapidement, également dans le début de son livre, il va nous faire la distinction entre ces deux types de rêves. Donc les rêves karmiques, c'est un petit peu l'équivalent des rêves de la vie quotidienne. Ils vont nous parler de quelque chose qui a une cause récente ou plus ancienne, même parfois de vie antérieure, mais c'est une cause directe par rapport à ce qui nous arrive. Donc c'est des rêves qui sont plutôt liés à une espèce d'effet de causalité. Et puis on va avoir les rêves de clarté. Les rêves de clarté, eux, sont symboliques et pour Namkhai Norbu, ce sont des rêves proprement spirituels qui vont nous donner une clairvoyance sur la situation, sur les choses, sur le monde, sur le sens de la vie, une certaine préscience, mais il nous explique bien que la frontière entre les deux, finalement, est assez poreuse, hein. C'est plutôt comme deux grandes tendances qui se distinguent. Alors du coup, est-ce que tous les rêves ont une signification ? Ben oui, hein, le rêve, c'est le témoin de la pensée pendant la nuit. Et est-ce que tous sont intéressants à interpréter ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc on voit en s'intéressant un petit peu aux auteurs et aux traditions qui sont anciennes, on a bien deux grands types de rêves qui ressortent à tous les coups. Donc les premiers sont les rêves symboliques qui ne peuvent pas être compris sans l'intermédiaire de l'interprète et qui ouvrent de nouvelles perspectives de compréhension de la vie. Et puis il y a les rêves de la vie courante qui n'apportent rien de particulier ou du moins rien de transcendant, on va dire, et qui sont des manières de se préparer à une tâche simple pendant le sommeil. Ensuite, chaque interprète va faire des sous-catégories. Bon, là, c'est pas le sujet, ça va pas nous intéresser. Et encore une fois, chaque classification est propre à chaque interprète et à son époque, à ses croyances, etc. Mais on voit vraiment ces deux tendances se dessiner à tous les coups. À quoi l'observation de ces interprètes, de ces deux tendances qui se dessinent dans les types de rêves, correspond par rapport aux connaissances actuelles qu'on a sur le rêve. Aujourd'hui, on sait que les rêves qui surviennent pendant les phases de sommeil paradoxal sont beaucoup plus symboliques, beaucoup plus difficiles à comprendre et qu'ils ont besoin d'une interprétation. On sait également qu'il y a une fonction de compensation dans le rêve et une fonction d'anticipation. Ce qui veut dire qu'effectivement, le rêve est capable de clairvoyance et il est capable de nous donner des informations qui compensent notre attitude consciente, donc qui vont donner une valeur ajoutée, des informations supplémentaires à notre petite version des choses. On sait aussi que les rêves qui surviennent dans une période de sommeil lent profond, lent léger, sont plus réalistes et le rêveur a plus de facilité à faire le lien avec ce dont ça parle. C'est-à-dire, ça va être des rêves où on va se réveiller, on va dire « Oh là là, j'ai ressassé ça. Ah oui, non mais je comprends, c'est parce qu'il y a ça qui me préoccupait, etc. » Voilà, ça va être les rêves réalistes. Donc au vu des connaissances actuelles sur le sommeil, on peut dire que la distinction était tout à fait pertinente de ces deux grandes catégories principales et que les interprètes avaient très bien observé, ils savaient tout à fait de quoi ils parlaient. Donc les rêves simples du sommeil lent traitent des questions simples et les rêves oniriques du sommeil paradoxal sont plus axés sur l'évolution individuelle de la personne, donc ce qu'on appelle son individuation. C'est-à-dire que ça va être des rêves qui vont réfléchir à qui je suis, où je vais, comment je me dirige, qu'est-ce que je veux, etc. À toutes les grandes questions existentielles pour s'épanouir tel qu'on est vraiment. Donc comment aussi savoir ça peut expliquer la méfiance qu'ont les gens envers les rêves ? Eh bien, les rêves oniriques, les rêves donc symboliques, sont difficiles à comprendre. Puisqu'ils sont symboliques, ils nécessitent d'être interprétés, d'être décryptés. Première chose, donc du coup forcément il y a une méfiance puisque de prime abord, on comprend rien. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on se souvient en priorité des rêves perturbants. Ça, 80% des rêves dont on se souvient sont des rêves pas agréables. Donc, comme on les comprend pas, on n'a pas trop envie de faire confiance à ça, on est méfiant. En revanche, quand on fait un rêve en rapport direct avec nos pensées de veille, on voit tout à fait de quoi ça parle directement, on fait le lien, c'est beaucoup plus facile. Donc les gens vont beaucoup plus spontanément s'intéresser à des rêves dans lesquels ils voient rapidement de quoi ça parle et comment une question de leur journée peut continuer à les préoccuper la nuit. Par contre, quand ils auront un rêve un petit peu fou, voire loufoque et burlesque et fantastique,
Se disant: «Non mais là, je ne vois pas du tout de quoi ça parle, donc ça ne m'intéresse pas et donc je vais avoir de la méfiance». Donc spontanément, les gens s'intéressent plus à la signification des rêves réalistes. Bon, et donc si tous les rêves ont une signification, lesquels faire interpréter alors? Alors les interprètes de l'Antiquité et également du Tibet, hein, comme nous venons de voir, et des 4 coins du monde d'ailleurs, mais je ne peux pas parler de tout le monde dans une petite vidéo, conseillerais plutôt donc d'interpréter en priorité les rêves symboliques, contrairement à l'attitude spontanée des gens. Donc les rêves du sommeil paradoxal, vous savez, ces rêves où nous, en Occident, on se dit bah, c'est absurde, mon cerveau délire, c'est une hallucination du cerveau pendant le sommeil. Ce sont les rêves symboliques qui, parmi tous les rêves, ont une signification plus intéressante parce qu'ils vont comporter une dimension existentielle. D'ailleurs, moi, en tant qu'interprète, je remarque que c'est souvent les rêves symboliques qui poussent les gens à me contacter, rarement les rêves réalistes. Mais ça peut, hein, ça peut arriver que quelqu'un voilà, il sente que ça parle de ça, il en est pas sûr, il a besoin d'avoir la confirmation, donc il va me contacter. Mais c'est vrai que, je pense, 70% des cas, ça va être plutôt des rêves symboliques. Parce qu'un rêve symbolique, des fois, on sent qu'il y a un message, mais lequel on ne le sait pas, on n'y arrive pas, et donc on va avoir besoin d'un interprète. Donc, mon avis, tous les rêves ont une signification, tous parlent du présent, dans différents degrés, puisque la vie, elle est pleine de niveaux, de degrés, d'échelles. C'est très riche, la vie, et on peut s'intéresser à plein de choses différentes, à des choses concrètes, à des choses plus conceptuelles, mais tout a sa raison d'être et tout est intéressant. Et en tout cas, si on se souvient d'un rêve, bah, c'est qu'il comporte une info intéressante parce que sinon on ne serait pas en train de s'en souvenir et on ne serait pas en train de regarder cette vidéo. Donc, ce qui doit vous guider pour répondre à la question est-ce que mon rêve mérite d'être interprété? Moi, je vous dirais, c'est de vous faire confiance. C'est votre émotion, c'est votre sensation, c'est au réveil, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment ce qui se passe rapidement en fait. Parce que quand on commence à réfléchir, après on pèse le pour et le contre, etc., on s'en sort plus. C'est vraiment sentir. On le sent quand on a envie d'interpréter un rêve. Moi, je n'interprète pas tous mes rêves, j'interprète vraiment les rêves qui me marquent. Bon, après, je rêve quand même beaucoup, donc je peux choisir. Avec l'expérience, on le sent quand là, ah oui, là, il y a un truc, là, il y a quelque chose, il faut que je comprenne, il faut absolument que j'interprète ça. Donc, suivez votre intuition, et puis une émotion forte, surprenante, ou un petit peu en décalage, une émotion qui ne correspond pas avec le rêve, où on sent qu'il y a quelque chose qui bug, c'est vraiment le signe d'un message à recevoir, d'un truc dont il faut prendre conscience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi, vous voulez comprendre vos rêves, je vous propose d'accéder immédiatement à un cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Je vous expliquerai comment apprendre à interpréter vos rêves sans dictionnaire des rêves et ainsi mieux comprendre ce qui se passe dans votre psyché. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci.